Voilà, c'est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, le sujet qui m'a été proposé de traiter est de comprendre en quoi les agroécosystèmes du territoire peuvent contribuer au stockage du carbone. Voilà. Donc, pour débuter ce sujet, j'ai d'abord une diapo qui va vous parler des matières organiques dans les sols. Donc, ces matières organiques, elles représentent environ 5% de la matière qui est contenue dans les sols, mais avec une grande variabilité de ce taux. On voit sur le côté deux profils de sol, le premier étant riche en matière organique et le second appauvri. Ces matières organiques sont des molécules de taille, de structure, de composition très variées, mais aussi elles sont d'origine très variée. Sur la photographie, ici, on voit que de façon très localisée, ces matières organiques peuvent provenir à la fois d'origine végétale et d'origine animale. Et ces matières organiques ont aussi des devenirs très divers. En l'occurrence, certaines vont avoir un temps de séjour très long dans le sol. Ce sont les matières organiques stables. Quand je dis très long, ça peut être de l'ordre du millénaire. D'autres vont évoluer lentement et enfin, certaines matières organiques sont dites labiles parce que leur temps de résilience dans le sol est très court. Elles ont en commun, ces matières organiques, d'être construites autour d'un squelette carboné, le carbone représentant de l'ordre de 55 à 60% des molécules organiques, ce qui fait qu'on va trouver dans les sols agricoles de l'ordre de 50 tonnes de carbone par hectare sur une profondeur de 30 cm. Enfin, ce sont des molécules qui sont toujours en interaction avec le monde vivant. Pour beaucoup d'entre elles, elles en sont issues. Prenons par exemple l'exemple des exudats racinaires, qui sont des molécules organiques libérées par les racines et qui structurent l'environnement racinaire autour de cet objet. Les matières organiques sont aussi les matières constitutives de la biodiversité que l'on va trouver dans les sols. Et enfin, elles constituent une ressource énergétique et nutritive à cette biodiversité. Ces matières organiques sont aussi en interaction physique avec la matière minérale des sols, qui peut jouer un rôle protecteur vis-à-vis de leur dégradation. Voilà, maintenant, voyons quels sont les bénéfices engendrés par la présence de matières organiques dans les sols. Le premier point que je voulais souligner, c'est que ces matières organiques contribuent à la rétention et à la fourniture d'éléments minéraux, azotés, phosphore, soufre par exemple, qui permettent donc de soutenir la vie à la surface du sol et aussi l'abondance et la diversité des organismes vivants. Les matières organiques du sol interviennent aussi dans les propriétés physiques et hydriques des sols. Elles jouent un rôle dans la rétention en eau des sols, elles favorisent la structure du sol et influencent la vitesse d'infiltration. Elles interviennent aussi dans la résistance que les sols vont avoir aux mécanismes d'érosion et aux problèmes de tassement. Enfin, elles interviennent aussi dans la dynamique des contaminants avec un rôle de filtration. Sur la base de ces trois catégories de propriétés, en fait, on peut définir où on voit tout le sens que prennent ces matières organiques vis-à-vis de la sécurité alimentaire et notamment en déterminant donc la fertilité et la qualité des sols, et par ailleurs en intervenant dans la capacité des sols à s'adapter au changement climatique. Enfin, ces matières organiques sont impliquées dans des échanges permanents de carbone entre le sol et l'atmosphère, et à ce titre, elles interviennent dans la régulation du climat. Donc, pourquoi le stockage du carbone dans les sols peut être vu comme un levier pour réguler le climat? Donc, sur ce graphique, on voit qu'on est actuellement dans une situation d'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, principalement due donc à une augmentation de l'utilisation du carbone fossile et au brûlage de la biomasse. Donc, augmentation des émissions de CO2 que la photosynthèse, bien que très active, n'est pas en mesure de compenser, y compris dans le compartiment végétal que dans le compartiment océanique.
Par ailleurs, on voit aussi sur ce graphique qu'on va trouver beaucoup plus de carbone dans le compartiment terrestre que dans le compartiment atmosphérique, que la photosynthèse fonctionne très largement et on a vu précédemment qu'il existe dans le sol des formes stables de carbone. Ainsi, on peut envisager, essayer de modifier cet équilibre en renforçant donc le puits de carbone dans l'écosystème terrestre. C'est ce qu'on appelle, en arrondissant les chiffres, le 4 pour 1000 pour essayer de compenser donc les émissions de CO2 vers l'atmosphère par un stockage de carbone. Alors, comment augmenter les stocks de carbone, les stocks de matière organique dans les sols? Donc, on voit sur ce graphique que l'entrée dans l'écosystème terrestre de carbone se fait via la photosynthèse, qui peut conduire d'une part à la libération de molécules organiques sous forme d'exudats racinaires ou par un retour secondaire de résidus de culture ou de déjection animale au sol. Ces matières organiques ensuite vont évoluer et peuvent retourner donc sous forme CO2 du fait de leur biodégradation, leur minéralisation, sachant qu'il peut y avoir aussi des pertes de carbone par érosion ou par lessivage de carbone dissous. Et donc, pour augmenter les stocks de carbone dans les sols, on va pouvoir jouer sur la photosynthèse en la favorisant, jouer sur les équilibres entre l'exportation de biomasse et le retour à la surface du sol des résidus de culture, favoriser les exsudats racinaires, ou aussi chercher à fermer un peu les flux de CO2 par biodégradation et par érosion. Donc, dans une étude qui a été conduite par l'INRAE à la demande de l'ADEME et des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie, le potentiel de stockage additionnel de différentes pratiques a été calculé et étudié à partir de la littérature scientifique. Et donc, on voit sur ce graphique en rouge des bâtons qui sont relatifs à des actions qui limitent la minéralisation du carbone, donc qui sont relatifs au travail du sol, en vert des actions qui favorisent les entrées de carbone par photosynthèse, et en orange des actions qui combinent les deux. Et donc sur ce graphique, en fait, il ressort, pour être bref, que les actions qu'il est nécessaire, enfin que les actions les plus stockantes mobilisent donc le processus de photosynthèse et l'utilisation donc d'un retour important de biomasse dans les sols. Et d'un point de vue des travaux scientifiques qui sont conduits actuellement, en fait, on souligne l'importance du passage du carbone par les racines ou par les composés microbiens pour alimenter le pool stable. Enfin, les facteurs de variation du stockage de carbone dans les sols incluent aussi le stock de carbone initial, la séquence de culture, la texture et le pH du sol et le climat. Alors, pour compléter ces aspects, je trouve important aussi de souligner qu'il existe des limites au stockage de carbone. En l'occurrence, le stockage, il est limité. Dans les sols, on peut arriver à un certain niveau de teneur en carbone, mais on ne pourra pas forcément aller plus loin. C'est un mécanisme lent et réversible, et le déstockage peut être à son tour, lui, rapide et important. Il faut savoir aussi que le stockage de carbone implique un stockage concomitant d'azote et les apports de matière organique peuvent induire une augmentation de la minéralisation du carbone et aussi des émissions du gaz à effet de serre azoté, le N2O, qui a un très fort pouvoir radiatif. Et donc, les écueils à éviter lors de l'application des pratiques de stockage sont donc le déstockage du carbone, les émissions du gaz à effet de serre N2O, une mauvaise gestion des dynamiques couplées et découplées des éléments carbone et azote pouvant impacter les cultures et l'environnement. Maintenant, pour terminer, je voulais vous parler des pratiques agricoles qui sont considérées stockantes et voir avec elles le potentiel de stockage. Et en l'occurrence, j'ai repris dans cette diapo les pratiques qui sont actuellement retenues dans le label bas carbone en grande culture. Et donc, je vais vous les lister et je vais les accompagner en fait du potentiel de stockage qui a été calculé pour chacune de ces pratiques. Et le chiffre que je présente, c'est une moyenne nationale qu'il faudrait ensuite retravailler exploitation par exploitation. Donc, ces pratiques sont l'insertion, l'allongement des cultures intermédiaires,
donc avec un potentiel de stockage de l'ordre de 120 kg de carbone par hectare et par an. L'insertion et l'allongement du temps de présence des prairies temporaires, avec un potentiel de stockage un peu supérieur à 100 kg de carbone par hectare et par an. La mobilisation et l'apport au sol de nouvelles ressources organiques, avec un potentiel de stockage selon la méthode qui est utilisée, prenant en compte ou pas l'endroit où pourraient être stockées ces ressources organiques. Donc actuellement, le chiffre retenu, c'est 60 kg de carbone par hectare et par an. Le développement de l'agroforesterie intraparcellaire, avec un potentiel de stockage supérieur à 200 kg de carbone par hectare et par an. La plantation de haies, avec, donc pour un chiffrage à l'hectare cultivé de 20 kg de carbone par hectare et par an, et l'enherbement permanent des interrangs vignobles avec un potentiel de stockage qui se rapproche aussi des 200 kg de carbone par hectare et par an. Voilà, et pour terminer cet exposé, voilà, je voulais un peu d'une façon synthétique rappeler que la gestion des matières organiques, ça présente un premier intérêt vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Ça présente aussi un intérêt vis-à-vis de la régulation du climat. Mais par rapport à ce deuxième aspect, je pense qu'il ne faut pas oublier que la première priorité, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette approche scientifique. Alors, une séquence de prise de questions maintenant. Nous avons quelques réactions par rapport à votre intervention. Déjà, par rapport à votre tableau présentant les pratiques agricoles les plus stockantes, on nous fait remarquer que le passage au non-labour n'apparaît pas dans le tableau. Y a-t-il une raison pour cela ? Oui, alors l'intérêt du passage au non-labour sur le stock du carbone, c'est un sujet qui est très controversé. Dans les publications relatives à ce thème que j'ai lues, en fait, les résultats qui d'abord avaient été interprétés comme un stockage important de carbone lié au non-labour a été remis en question pour deux aspects. Le premier, c'était que la densité apparente des sols n'avait pas forcément été prise en compte de façon satisfaisante dans ces premières approches. Et le deuxième, c'est que la répartition du carbone dans le profil est différente en fait en non-labour qu'en labour, et que finalement, même si sur les horizons les plus superficiels, on peut envisager un stockage de carbone, en fait, quand on analyse sur la totalité du profil, le bénéfice n'est pas forcément atteint. Voilà. Alors, donc pour l'instant, moi là, j'ai repris les éléments de connaissance que j'ai pu avoir par rapport au développement du label bas carbone. Les choses ne sont pas encore figées. D'accord. Après, la technique de non-labour est souvent accompagnée de cultures, de couverture végétale, de couverture permanente. Et ça, par contre, ça peut être actuellement comptabilisé comme des pratiques intéressantes vis-à-vis du stockage de carbone. D'accord, merci pour ces éclaircissements. Justement, vous venez de nous parler du label bas carbone, vous l'avez cité aussi dans l'intervention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc ça, c'est quand même un grand changement qui apparaît pour les gens de l'environnement, le fait que puisse être pris en compte sous une forme monétaire, en fait, les services qui sont rendus par les sols en termes de régulation du climat. Donc, on en est au stade de mise en place des méthodologies de calcul. Les choses sont un peu différentes pour la polyculture élevage, où la méthodologie a déjà été définie, et je crois qu'un appel d'offres a déjà été ouvert pour que des projets de stockage de carbone dans ce type d'exploitation puissent être pris en considération. Pour les systèmes grande culture, la méthodologie est en cours de développement, et je pense qu'on peut envisager que d'ici un an, des projets de stockage de carbone en grande culture puissent être considérés du point de vue économique. D'accord, donc effectivement, c'est tout un champ qui s'ouvre là. Alors, une autre question beaucoup plus précise, celle-ci. Y a-t-il des cultures qui stockent du carbone, par exemple le chanvre, on nous dit ?
Alors après, là, enfin, je ne vais pas forcément pouvoir répondre spécifiquement sur le cas du chanvre. Je pense qu'il y a des, notamment dans le cadre là, du développement de l'outil bas carbone, il va pouvoir y avoir des aides pour pouvoir calculer l'intérêt que vont avoir différents systèmes de culture en termes de stockage de carbone. Je dirais qu'actuellement, si vous voulez faire des premiers calculs pour tester ça, vous pouvez utiliser l'outil AMG qui est accessible sur le net et qui peut permettre voilà, à chacun de tester l'intérêt de certaines plantes ou de certains systèmes de culture pour vis-à-vis de la problématique du stockage du carbone. Très bien, l'outil AMG, on pourra le mettre dans les références données à nos participants. Alors, autre question assez précise, pour enherber, faut-il des espèces particulières? Ouais, alors là, je suis pas spécialiste de l'enherbement en vigne. Donc là, je crois que vous pouvez aussi vous faire aider autour de vous, hein, si vous avez cette question-là, avec des gens qui sont plus spécialistes de cette problématique. Moi, là, ça, je ne pourrais pas répondre. Alors après, parce que pour différentes raisons, hein, c'est que cet enherbement, il faudra aussi le penser par rapport aux propriétés de vos sols, par rapport aux conditions climatiques chez vous, etc., quoi. Donc, c'est des raisonnements globaux qui sont à conduire, auxquels je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas spécialiste d'une part et d'autre part parce que c'est quand même des questions assez complexes. Bien. Merci. Encore une question. Donc, comment améliorer la teneur en matière organique des sols agricoles en contexte karstique où, par ailleurs, l'épandage de matière organique est décrié eu égard au risque de lessivage par rapport à la qualité de l'eau? Là, je pense qu'il faut effectivement réfléchir sur les autres solutions qui sont présentées. Pensez à l'agroforesterie, par exemple. Envisager dans quelle mesure c'est possible dans ce type, enfin, dans votre type de situation, de mobiliser ce levier-là. D'accord. L'agroforesterie, donc c'est une pratique qui peut être facilement déployée, vous pensez, dans les exploitations, notamment de grandes cultures? Disons que ce sont des choix, des orientations qui sont effectivement importantes à penser dans les systèmes agricoles, qui demandent effectivement des modifications de fond, mais néanmoins, c'est des pratiques qui présentent un certain nombre d'intérêts, hein. On voit là par rapport à la séquestration du carbone, mais aussi pour la gestion de l'eau, et aussi parce que ça permet aussi, des fois de diversifier la production. Donc ça peut être intéressant à considérer. Très bien. Encore une dernière question. Toujours, on revient sur le tableau que vous avez présenté là, des pratiques stockantes. Donc, on nous dit le tableau ne reprend que des bonnes pratiques de culture. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot du non-retournement des prairies permanentes? Quel stockage cela peut nous amener? Oui, parce le que non-retournement. parce que là, je suis restée sur le label bas carbone grande culture, sachant qu'il en existe un pour la polyculture élevage. Et dans ce cas-là, le cas des prairies permanentes est traité. Hein. Donc effectivement, ce sont des pratiques stockantes de carbone, le fait d'allonger la durée des prairies permanentes. Très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses.